Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h d'Espace TV. Voici les titres de ce journal. Comment minimiser les dégâts dus aux inondations pendant cette période d'hivernage? La question préoccupe le ministère de l'Habitat et de la Ville qui a réuni le gouvernorat, les mairies des 5 communes de la capitale pour échanger autour des opérations de désengorgement qui doivent avoir lieu à cet effet. Au sommaire également, à Mamou, notre rédaction régionale s'est intéressée à la famille d'accueil Hadja Mariamasso. À l'occasion du mois de l'enfant, le centre d'accueil regroupe des enfants orphelins issus de familles démunies. Reportage à suivre avec Mamoudou Alpha Bari. Enfin, en France, le gouvernement anticipe une récession de 11% cette année contre 8% jusqu'ici, annonce le ministre de l'économie et des finances. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Bienvenue à tous. Nous sommes en début d'hivernage. C'est aussi une période habituellement propice aux grandes inondations à Conakry. Cette année, le gouvernement guinéen veut anticiper et minimiser les dégâts dus à ce phénomène. Une rencontre a réuni ce mardi au département en charge de l'habitat et de la ville. Le gouverneur et les mairies des 5 communes de la capitale s'étaient échangés autour des opérations de désengorgement qui doivent avoir lieu à cet effet. Nos reporters Mohamed Damaro Kamara et Yacouba Traoré ont pris part à la rencontre. Le reportage. Les premières pluies qui sont abattues sur Conakry le week-end ont fait d'énormes dégâts dans les communes de Matoto, Dixine et Ratoma. De fortes inondations, on le sait, dues à l'occupation anarchique et à l'obstruction par les populations des canaux d'évacuation. Ce mardi, convoqué au département en charge de la ville et de l'aménagement du territoire, le gouverneur Mathurin Bangoura, le ministre Ibrahima Kourouma, l'ANSP et les maires des 5 communes de la capitale ont planché sur la problématique. Chaque année, dans le programme du gouvernement, dans le programme du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire, nous faisons en sorte que les points considérés comme des points critiques, des points étant des sources d'inondation, donc de danger, nous travaillons de manière à ce que ces points-là soient dégagés naturellement en compagnie des différents maires et du gouverneur. Cette opération va porter sur 155 points noirs identifiés et désignés être à l'origine des inondations. Les responsables des collectivités, comme l'a suggéré le gouverneur de la ville, vont être impliqués dans la démarche. C'est une initiative que nous avons saluée et nous remercions Monsieur le ministre. Je venais de le dire tout de suite, rien ne peut se faire à Conakry sans les collectivités. Parce que c'est pour les collectivités qu'on le fait. Donc, que cette initiative soit prise par le ministre, nous lui devons ce remerciement et nous allons faire de sorte à ce que le travail soit fait comme cela se doit avec les collectivités. Ces désengorgements devra permettre aussi la récupération des domaines de l'État. La commune de Kaloum, qui connaît en ce moment une forte croissance démographique, a besoin de souffler. La mairesse Aminata Touré préconise l'aménagement d'un poumon écologique, comme elle l'appelle. C'est une petite commune, comme on le dit, mais de 5 h du matin à 20 h, nous recevons des milliers de véhicules, parce que c'est le centre de l'administration, et aussi des camions qui transportent. À cela s'ajoute le port. Nous avons le port. Donc nous avons un dégagement du clinker. Nous avons Tombeau 2 qui dégage aussi. Alors quand vous calculez tous ces dégagements-là en CO2, en gaz carbonique, c'est quand même énorme. Alors, Kaloum a besoin d'avoir un poumon écologique. Et c'est pour cela que nous nous battons depuis pour récupérer des espaces à Kaloum et pouvoir planter des arbres. À tour de rôle, les responsables des communes ont exprimé toutes les préoccupations auxquelles le ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire a adhéré. Il a promis que toutes les conditions seront réunies pour la réussite de cette opération qui débute ce week-end. Après les premières pluies, une mission des travaux publics a sillonné Conakry pour vérifier le comportement du réseau routier. Le constat est préoccupant. Pratiquement tous les caniveaux sont bouchés, des eaux de ruissellement se déversent sur les voies publiques, paralysant la circulation, provoquant aussi des inondations par endroits. Des mesures urgentes sont prises par le département des TP pour soulager les citoyens. Mamadou Kalisso, Abokore Akourma. Le constat est alarmant. Pratiquement tous les caniveaux de Conakry sont remplis d'ordures et de sable. Au rond-point de la Belle-Vue, tous les ouvrages d'assainissement doivent être curés.
Même constat à Amdallaye, Ratoma Centre, Lambagny. Quand il pleut, les eaux de ruissellement se déversent sur la chaussée, paralysant la circulation. Aujourd'hui, nous constatons avec amertume que ces caniveaux sont transformés en dépotoirs. Et du coup, ces ouvrages sous-chaussés, ces exutoires qui servent de drainer les eaux vers les points les plus bas, aujourd'hui rejettent systématiquement les eaux à la surface des chaussées. Et comme vous le savez, une route n'est rien si son système d'assainissement n'est pas maîtrisé. À Kipé Centre émetteur, c'est pire. Sur la bretelle qui mène à l'hôtel Sheraton, le goudron a été arraché par les eaux. À Matoto Bonagui, c'est le même scénario depuis plusieurs années. En plus, la route est complètement défoncée. Ces cas nécessitent une intervention urgente. Dans les jours, les semaines à venir, des équipes seront sur le terrain pour non seulement curer systématiquement ces caniveaux, mais aussi traiter ces points dégradés. Mais même si cela est fait, si la population n'est pas consciente pour savoir que c'est des milliards que l'État investit, que c'est des gros sacrifices qui sont consentis pour leur bien-être, je pense que ça ne servira à rien. La résolution définitive de ces phénomènes doit impérativement passer par une franche collaboration entre les départements de l'aménagement de la ville, de l'assainissement et des travaux publics. Quand vous empruntez les différentes corniches, vous allez vous rendre compte que vraiment nous avons des soucis. Parce que les immeubles ont poussé le long de ces corniches et bloquant systématiquement le passage de l'eau. C'est-à-dire les exutoires qui ont été construits pour drainer ces eaux vers les points bas. Donc aujourd'hui, c'est une préoccupation pour Monsieur le ministre des Travaux publics. Actuellement, tous les bailleurs de fonds conditionnent des nouveaux investissements par le maintien des ouvrages existants, ce qui rend primordial l'entretien de ces routes. Parlons à présent politique dans ce journal avec cette information. Ali Badara Kone démission de l'UFR, Union des forces républicaines, dirigée par l'ancien Premier ministre Sidia Touré. Le désormais ancien secrétaire général de la jeunesse de l'UFR jette l'éponge à cause, dit-il, du mauvais fonctionnement du parti et de sa gestion peu orthodoxe. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. La RTG au cœur d'une polémique réagissant à une mesure du directeur général qui vise à propulser de nouveaux présentateurs du journal télévisé de 20h30 sur la chaîne de Koloma. Le collectif des présentateurs dénonce une ethnostratégie. Il accuse Sekouba Savané de vouloir les évincer au profit de communicants du parti au pouvoir. Des accusations que Sekouba Savané botte en touche. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Kamara. Période de turbulence à la RTG Koloma. Depuis quelques jours, le directeur général est en disgrâce avec ses collaborateurs directs. Sekouba Savané est accusé de vouloir faire du renouveau en balayant toute l'actuelle génération de présentateurs du JT. Nous avons constitué le collectif pour répondre justement au problème qui a été posé. Il a été posé par la direction générale, notamment le directeur Sekouba Savané, de renvoyer tous les présentateurs et présentatrices de la télévision, du JT, notamment du JT de 20h30. Et c'est ce qui a créé un petit souci, parce qu'on ne peut pas renvoyer toute une génération de présentateurs, parce qu'on a envie d'amener de nouveaux. Ce présent conflit est la conséquence directe de la volonté du DG d'imposer des stagiaires à la présentation de la grande édition de 20h30 sans délivrer une note de service pourtant exigée par la rédaction, accuse le camp adverse. C'est aujourd'hui qu'il explose, mais sous problème dur depuis plusieurs mois. Il y a une année que les présentateurs ont exprimé le besoin de voir leurs primes révalorisées. Jusque-là, nous ne touchions que 50 000 francs guinéens comme prime de présentation. Prime mensuelle, je précise bien, 50 000 francs guinéens. C'est au cours justement de cette réclamation qu'il a dit d'ailleurs qu'il va racler tout le monde parce qu'il n'avait pas de même mise sur les présentateurs qui étaient au JT.
L'ethnostratégie au sein de la télévision nationale est aussi dénoncée par Makali Souma et ses collègues. Pire, Il se tramait également qu'il y avait des communicants du parti au pouvoir qui ont été choisis, formés par un expert et qui sont en attente. Et que donc l'idée de nous balayer ne serait pas fortuite en fait. Que cette histoire de stagiaire n'est que de la poudre aux yeux. Le vrai problème, ce sont ces gens-là qui vont venir nous remplacer, nous tous qui sommes là au JT de 20h30. Que ça ne passera pas par nous, ça ne marchera pas. Sekouba Savané, directeur général de la RTG, avait accepté de nous accorder une interview avant de changer d'avis. Mais un peu plus tôt dans la matinée, il avait réagi dans l'émission Les Grandes Gueules. La RTG ne peut pas se résumer au seul journal télévisé. Les ressources humaines que nous avons, il faut qu'on les exploite de façon rationnelle. Il y en a qui se sont notabilisés à des postes, il faut qu'ils prennent leur responsabilité de changer, qu'ils s'ouvrent vers des émissions. Vous ne pouvez pas faire de grandes émissions aujourd'hui avec des journalistes qui ont peut-être 1 an, 2 ans d'expérience. Mais ceux-là qu'on dit que c'est de grands présentateurs, alors je les prie de prendre de grandes émissions, on saura s'ils sont de grands journalistes. Le directeur général de la radio-télévision nationale et les présentateurs en colère sont d'accord sur un point. C'est celui de la révalorisation des primes de présentation qui avait dépassé 700 000 francs guinéens avant de chuter par la suite. L'affaire se trouve actuellement à la présidence de la République et chacune des parties en conflit campe sur sa position. L'Agence nationale de sécurité sanitaire lance une nouvelle stratégie de lutte contre la Covid-19 et il s'agit de Stop Covid en 60 jours. Durant donc les mois de juin et juillet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire va tenter de briser la chaîne de contamination en passant par la mobilisation sociale, la surveillance renforcée avec le confinement de contact et suivi, l'amélioration de la prise en charge. Alcélie Barry commente les images de nos confrères de la RTG. C'est à travers cette conférence de presse que l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a décliné sa nouvelle stratégie. Dénommée Stop Covid en 60 jours, elle porte sur 3 grands axes. La mobilisation sociale, où plusieurs informations sur la prévention de la maladie seront véhiculées, l'amélioration de la prise en charge dans les centres d'isolement. La deuxième stratégie, sous-stratégie que nous allons mettre en place, ça c'est la surveillance renforcée. Donc maintenant, tous les contacts doivent être confinés à la maison pendant 14 jours. Donc on ne va pas leur dire de rester à la maison sans accompagnement. Il y aura l'accompagnement en termes de nourriture et de kits d'hygiène. Déjà, les partenaires vont parler. On a déjà des partenaires qui vont prendre tous les ménages qui vont être confinés en charge. Et s'il y a des restants, l'État va compléter. On a déjà cet engagement qui a été pris par l'État hier au niveau de notre réunion de comité interministériel. À cela s'ajoute l'augmentation des tests à 1000 par jour et les tests rapides en 40 minutes. Pour une bonne marche de cette nouvelle stratégie, l'implication de la société civile est fondamentale. Fatou Baldé a cependant des doléances. Premièrement, permettez-nous de continuer le monitoring au niveau des centres de prise en charge pour pouvoir vous remonter en temps réel les informations nécessaires à l'amélioration de la prise en charge à tous les niveaux. La deuxième chose, impliquez-nous dans la communication sociale pour permettre aux populations de s'approprier du plan et de vous pousser à arriver à un objectif optimal. La troisième chose, nous nous attellerons à communiquer et nous communiquerons, nous utilisons non seulement les messages, nous les traduirons dans toutes les langues possibles et nous nous investirons à ce que chaque Guinéen s'approprie du plan de riposte zéro Covid en 60 jours. Ce plan sera lancé le 8 juin prochain et va s'étendre jusqu'en juillet. Dr Sakouba indique que 60 médecins ont été recrutés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Dans l'actualité encore, nous sommes en juin, un mois consacré à la célébration de l'enfant. Durant tout ce mois, il est question d'identifier les problèmes ou difficultés que traversent les enfants en vue de sauvegarder leurs droits fondamentaux. À Mamou, notre rédaction régionale s'est intéressée à la famille d'accueil Hadja Maria Masso, qui regroupe des enfants orphelins ou issus de familles démunies. Suivez cette correspondance de Alpha Mamadou Bari depuis la ville Carrefour. Ils sont très nombreux à Mamou, des enfants qui vivent dans des conditions défavorables. Hadja Maria Masso, âgée de 69 ans, a transformé son domicile depuis près de 10 ans en famille d'accueil pour enfants orphelins. Moi-même, j'ai été veuve. Je connais les difficultés que j'ai rencontrées. Maintenant, mes parents veuves, je les vois avec leurs enfants en difficulté. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre les enfants de mes parents pour les aider à surmonter ces difficultés. J'ai 11 enfants, dont 6 filles, qui est avec moi ici, que je nourris, j'habille et on paye leur école. Teinturière et saponificatrice de profession, cette mère de famille parvient à nourrir ses enfants grâce aux revenus de ses activités. Ce que je gagne là-bas, je mets la nourriture. Mes frères et sœurs m'appuient pour le paiement de leur école. L'hébergement, comme il n'y a pas de centre, on est dans les maisons. Les filles, on passe la nuit avec elles. Et les garçons, j'ai qu'une moquette pour étaler. Ils vont passer 5 garçons. Donc c'est comme ça, je n'ai même pas de matelas. Malgré ces conditions de vie très moyennes, les enfants orphelins en sont très fiers. Ma maman vivait au village. Elle ne pouvait pas m'aider. Elle m'a envoyée ici quand j'avais 4 ans. Mon père est mort quand j'avais 4 ans. Et ma mère n'a pas pu m'aider. Après, Hadja Maria Masso m'a envoyé ses ailes ici. Elle m'a nourri, élevé et amené à l'école. Elle m'a habillé et a pris soin de moi. On vit très bien avec elle. Elle est très gentille avec nous. Elle ne gronde pas. Elle est gentille, vraiment gentille. Et moi, je la remercie au fond du cœur. Obtenir un orphelinat moderne pour accueillir et sauver le maximum d'enfants défavorisés, c'est la seule ambition de Hadja Maria Masso à l'occasion de ce mois consacré aux droits de l'enfant. Voilà, c'est un reportage signé Alpha Mamadou Bari, comme quoi c'est bon de donner le sourire aux enfants qui représentent un bonheur inestimable. C'est parti pour l'essai des cours en ligne à l'enseignement supérieur. Les étudiants des différentes universités publiques et privées sont concernés par ces cours. Plus de 2000 étudiants suivis par des professeurs de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry participent à cette première phase d'expérimentation de la plateforme Espace Continuité Pédagogique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle va durer 2 semaines. L'objectif à terme est d'assurer un programme de formation à distance pour les étudiants. Al-Seni Bari, explication. Pour cette phase d'essai de la plateforme Espace Continuité Pédagogique, le ministère de l'Enseignement supérieur a pris un échantillon de 2300 étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry avec 19 professeurs et quelques programmes d'enseignement. Elle comporte 2 principaux axes, notamment l'espace de ressources éducatives et l'espace interactif. C'est des classes virtuelles qui sont créées. Pour les ressources éducatives, ils vont se connecter avant d'avoir ça. Et pour les bibliothèques, c'est quiconque qui vient sur l'espace peut avoir accès à ces cours-là. Et on a aussi la partie visioconférence où l'enseignant peut se mettre en synchrone, en point synchrone avec les étudiants. Il se voit en ligne, en vidéo, il fait le cours, il projette même ses cours en PowerPoint ou bien en document. Il partage, tout le monde voit et a accès et il peut poser aussi des questions simultanément. Le test durera 2 semaines. L'objectif à terme est d'assurer un programme de formation à distance pour la continuité pédagogique pendant cette période de Covid-19 et faciliter le déroulement des cours à la reprise. L'espace continuité pédagogique que nous venons de lancer, la phase expérimentale, n'est pas là pour remplacer l'enseignant. C'est juste un appui pour éviter le creux. Le jour que la Covid-19 va partir, les jeunes vont revenir en classe
Peut-être ça va être maintenant sous forme de révision. Ce qu'on donnait en 2 jours peut se donner en 1 jour ou 1 jour et demi. On gagnera en temps. Le ministère sollicite l'aide des opérateurs téléphoniques pour l'accès gratuit à la plateforme. Je salue cette action et encourage particulièrement les sociétés de téléphonie mobile basées en Guinée à appuyer le gouvernement dans sa volonté de rendre cette plateforme accessible gratuitement à tous les étudiants guinéens, à l'instar des autres pays de la sous-région. Elle a été conçue par le Centre informatique de l'Université Gamal Abdel Nasser et l'Institut de formation à distance avec l'appui des recteurs et des fondateurs des universités privées. Une fois opérationnelle, tous les étudiants guinéens des universités publiques et privées et les différents programmes d'enseignement supérieur seront répertoriés. Après la fin du mandat des commissaires de la Haute Autorité de la Communication, le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée souhaite avoir un représentant au sein de l'institution pour, dit-on, répondre aux préoccupations de cette corporation et renforcer la capacité de l'institution dans son domaine d'intervention. Malik Sandiana Kamara a rencontré un des responsables de cette structure. Suivez son reportage. Le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée a saisi le ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions pour sa représentation future au sein de la HAC. La requête ne semble pas avoir une suite favorable car, apprend-on, le syndicat n'est pas prévu par la loi y afférente. Si pour eux le syndicat n'est pas une association, les places octroyées aux associations de presse, c'est le nom qui va changer. Au lieu que ce soit association de presse, on peut dire association et syndicat de presse, ou bien on dit structure professionnelle de presse. Le secrétaire général du SPPG ne baisse pas les bras. Il multiplie les démarches, même auprès de l'Assemblée nationale. Objectif, procéder à la modification de la loi portant création et attribution de la HAC afin de prendre en compte le syndicat des professionnels de la presse privée. L'essentiel, c'est quoi? C'est la représentativité qui est recherchée. Il ne faut pas que les gens viennent juste à la HAC parce qu'on est une association, parce qu'on est tel ou tel. Non, c'est la représentativité du terrain. SPPG à la HAC, à quoi peut-on s'attendre en faveur des journalistes du secteur privé? Quand nous arrivons là, c'est de renforcer la HAC, c'est de permettre à la HAC de bien jouer son rôle pour éviter la plupart des arrestations, la plupart des frustrations, la plupart des problèmes que nous rencontrons même au sein même de notre corporation. Abordant la question sur l'éventuelle modification de la loi L002, Sidi Diallo est intransigeant. La loi L002 aujourd'hui constitue pour nous notre âme, c'est notre sang, c'est notre raison même d'exercer ce métier. En aucun cas, cette loi ne doit connaître une modification. Parce que c'est ce qui nous amène quand même à faire le travail, ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est-à-dire, si on n'augmente pas les acquis, on ne va pas quand même diminuer les acquis là. Selon le secrétaire général du SPPG, 80% des journalistes du privé n'ont pas de contrat avec leur employeur, en plus des conditions de travail jugées difficiles. C'est pourquoi Sidi Diallo demande une synergie d'action de la corporation afin d'atteindre les objectifs. Et puis les travaux de reconstruction et de rénovation de la grande mosquée Faisal, où en sommes-nous? Ce mardi, nous sommes allés sur le chantier. Les travaux avancent déjà. Plusieurs modifications sont apportées. Avant un grand format sur le chantier, nous vous proposons cet extrait réalisé par Mamadou Saliouba et Ibrahim Assouma. Ici, d'abord, à l'intérieur de la mosquée, au départ, nous avons fait descendre tout ce qui est lustre. Comme vous le constatez, ils sont tous là-bas, regroupés, tout est pourri, en un mot, on ne peut pas les reconstituer encore. Et de là maintenant, le plafond que vous voyez, comme la dalle supérieure avait reçu tellement de eaux de pluie, il y a eu de dégradation, il y a eu des rouilles au niveau des fers. Donc nous sommes en train de corriger actuellement, comme vous le constatez, avec les poutrelles qui sont là. Donc on a envoyé des produits pour traiter d'abord les fers avant de faire les finitions de staff. Maintenant, les staffeurs sont là, comme vous le constatez, en train de corriger les parties défectueuses. Donc ça aussi, on est en train de le corriger avec 2 équipes. Là, les autres qui vont ressortir le même design que vous voyez, parce qu'il y a des parties qui sont déjà
mauvaises, on ne peut pas les refaire, mais avec beaucoup de précautions, nous sommes en train de reprendre tout comme avant. Les carreaux que vous voyez là aussi, tout ça là, on va changer de telle sorte que vraiment qu'on ait d'autres carreaux qui peuvent donner un peu de clarté dans la mosquée, et ça c'est un peu sombre pour nous. Pour ce qui concerne la clôture, nous avons à peu près 600 et quelques mètres linéaires. Vous avez vu, c'était quelque chose qui était grillagé. Mais vu la protection, pour mieux s'assurer de la protection d'ici encore, parce qu'il y a des choses très importantes qu'on va mettre dans la mosquée, pour éviter à ce qu'il y ait des soustractions ou bien des petits vols, on a jugé nécessaire de mettre maintenant une clôture en voile, en béton armé. Je travaille sur ton ordre. Suite à la dernière sortie des thèses du mode de traitement de certains employeurs, en l'occurrence le syndicat de l'éducation, des professionnels donc de l'éducation du privé, ces derniers souhaitent l'amélioration de leurs conditions de vie, surtout pendant cette pandémie du Covid-19. Djena Bangoura, Aboukorea, Kourma. Ces enseignants considérés comme maîtres du savoir sont nettement impactés par la Covid-19. Aujourd'hui, ils mènent une vie misérable, une situation qui ne laisse indifférent le syndicat des enseignants du privé de Guinée. Enseignants du privé de Guinée, avons lu la dernière sortie pleine de thèses non fondées de certains de nos employeurs. En l'occurrence, l'Association des fondateurs des écoles privées de Guinée, AFEP Guinée. Une déclaration qui dit, je cite, « Ce n'est pas le travailleur qui est payé, mais le travail. Si le travail n'est pas fait, on doit s'attendre à des conséquences. » À cet effet, nous rappelons que, selon le Code de travail guinéen, le travailleur a droit à son salaire. Il dénonce le comportement de l'association des fondateurs des écoles privées de Guinée à leur égard. Le syndicat des enseignants du privé de Guinée, SEPGI Guinée, à travers cette déclaration, dénonce la mauvaise foi de l'association des fondateurs des écoles privées de Guinée, AFEP Guinée, qui n'a même pas l'adhésion de tous les fondateurs des écoles privées du pays, d'avoir encouragé les autres fondateurs au non-paiement de nos salaires en cette période précaire que nous traversons depuis le confinement. Traversant une situation précaire depuis la fermeture des écoles en mars dernier, ce syndicat hausse le ton pour la paye des mois. Au cas échéant, il compte saboter la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire. Le syndicat des enseignants du privé de Guinée, SEPGI, déclare ouvertement que si les négociations ne sont pas engagées pour le paiement intégral de nos salaires de mars, avril et mai, maintenant là, nous allons boycotter et empêcher par tous les moyens légaux la réouverture des classes et l'examen dans toutes les écoles privées de Guinée. Ouvert au dialogue, il interpelle l'État et invite tous les syndicats du secteur éducatif public et privé, les enseignants, les parents d'élèves et les médias afin de leur rétablir dans leurs droits. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité sur le plan national. À présent, l'actualité à l'étranger dans ce journal. En France, le gouvernement anticipe une récession de 11% cette année, contre 8% jusqu'ici, annonce le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, que je vous propose de suivre. Le chiffre de récession de 8% était provisoire, que le choc avait été très brutal, que notre économie était quasiment à l'arrêt pendant plusieurs semaines et que ça se traduirait dans le chiffre de la récession de 2020. Effectivement, le chiffre qui va être présenté au Conseil des finances publiques, c'est moins 11% pour l'année 2020 pour la croissance française. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'attention. Merci également aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Bonsoir chez vous.